On est une école d'entrepreneurs. On a 3 incubateurs, à Bordeaux, à Marseille et à Paris. Tous les ans, on a 1200 projets qui nous sont présentés par des étudiants. 75% des projets qui passent par nos incubateurs sont toujours là après 6 ans. Voilà. Y a pas loin de 40 millions d'euros qui ont été levés par les startups de Kedge depuis la création de nos incubateurs en 2016. On en a 60 des associations entre Bordeaux, Marseille et Paris. C'est 3000 étudiants qui sont très actifs chez nous dans le monde associatif. On est attaché à Marseille, on est attaché à Bordeaux. Aujourd'hui, on développe Paris et on restera solidement ancré dans le sud et en Nouvelle-Aquitaine parce que c'est de là qu'on vient. Maintenant, Kedge, c'est pas nouveau, qu'elle s'est ouverte à l'international, ça fait très longtemps. Kedge, c'est l'une des plus grosses écoles en termes de réseau alumni. Aujourd'hui, il y a un acheteur sur 4, un manager achat sur 4 qui est passé par Kedge. C'est fou. Il n'y a pas une boîte en France, CAC 40, ETI, PME, où aux achats, il n'y a pas quelqu'un qui ou est passé par Kedge, ou connaît quelqu'un qui est passé par Kedge. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format Big Boss École. Je suis accompagné d'Alexandre Denavaille, DG de Kedge Business School. On va revenir sur son parcours, sur le nouveau plan stratégique de l'école et en savoir davantage sur les coulisses de Kedge. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Dorian, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alexandre. Pour commencer, la question qu'on pose à chaque invité, est-ce que tu peux te présenter en 90 secondes de chrono, revenir sur ton parcours académique et après professionnel? 90 secondes, donc c'est court. Alors moi, mon parcours, il est assez simple. J'ai fait des études de finance à Dauphine. Et très rapidement après mes études de finance, je suis rentré dans le monde du travail. Donc j'ai pas de parcours académique au-delà de ma maîtrise à Dauphine. J'ai pas fait de doctorat, j'ai pas fait de recherche. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler très vite à Londres, dans une boîte qui s'appelle Hertz, qui loue des voitures, et d'intégrer une équipe au sein du siège européen qui gérait toute la flotte, c'est-à-dire les achats des voitures, leur gestion, leur maintenance, leur distribution et la vente des voitures. C'est le cœur de l'activité dans une entreprise de location de voitures. Et au siège à Londres, j'y suis resté 3 ans. J'ai pu côtoyer beaucoup de patrons du siège international, parce que le siège international est à Londres. C'est une boîte américaine, basée originellement dans le New Jersey. Et le fait de rencontrer toutes ces personnes a certainement pu accélérer d'une certaine façon ma carrière. Mais je crois que c'est des chances que j'ai aussi su saisir. Et donc, un petit message aux étudiants. La première boîte dans laquelle vous entrerez, saisissez vraiment toutes les opportunités de commencer à créer et à tisser un réseau. Et c'est en faisant ce réseau-là ensuite que j'ai pu y rester. Je suis resté assez longtemps. J'ai eu des jobs très différents. J'ai bossé en France comme patron du contrôle de gestion, comme patron de l'audit. Je m'occupais des achats à un moment aussi. Je suis retourné à Londres pour m'occuper, et ça j'ai adoré, je suis patron Europe, enfin de la zone IMIA, de tout le pricing et du yield management de Kedge, oula, tu vois, de Hertz. Et le yield management, c'est assez extraordinaire. La puissance que peut avoir l'utilisation du prix dans la demande, en tout cas dans la création de volume, c'était assez stupéfiant. Et puis, je suis devenu directeur financier de la zone Europe du Nord. Voilà, il y a une dizaine de pays. On a regroupé ensuite l'Europe du Nord et l'Europe du Sud dans une seule région, Europe, et je suis devenu directeur financier de l'Europe. Et puis, en 2015, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir diriger la filiale française, qui est la plus grosse filiale après les US de Hertz. Un peu plus de 500 millions de chiffre d'affaires. On achetait pas loin de 50 000 voitures par an. Donc voilà, tu fais le compte à 20 000 euros la voiture en moyenne, ça fait quand même un peu de milliards à compter, et en dette en particulier avec des enjeux hyper intéressants d'optimisation de l'utilisation de ta flotte par rapport à ta dette, et puis ton pricing et ta productivité et la gestion du réseau. Voilà, 500 agences à gérer. Passionnant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un groupe comme ça, on peut évoluer assez rapidement. On peut saisir des opportunités. C'est un groupe américain, donc tout est très agile, très flexible. Ce qui est chouette avec les Américains, c'est qu'une décision qui est prise, elle est exécutée. Voilà, on ne passe pas des heures à débattre d'une décision avant de pouvoir commencer à se dire qu'il va falloir la mettre en place. Donc ça, c'était passionnant. Et puis, j'ai été appelé un jour à rejoindre Kedge, pour le coup. Là, je me trompe pas. Comment ça s'est fait ?
Pas par hasard, parce que rien n'est jamais totalement le fruit du hasard, mais j'ai été chassé par un chasseur que j'aime bien, à qui j'avais refusé déjà 2-3 missions, et puis qui m'a dit celle-là tu peux pas la refuser, et puis j'ai pesé le pour et le contre. C'était un bon moment dans ma carrière de pouvoir bouger, en plein Covid, soit dit en passant, et j'ai pas beaucoup hésité. Parce que la mission me plaisait, parce que l'environnement nouveau me plaisait, parce que découvrir un mode de fonctionnement... moi je suis passé d'une boîte cotée aux US qui avait été achetée par des fonds, qui a été revendue, qui a fait un IPO, où la dette était énorme, beaucoup de contraintes, à une association 1901 non lucrative, une école dont le métier n'est pas le même, dont l'organisation n'est pas la même, les gens ne sont pas les mêmes. Je trouvais passionnant l'idée de changer un peu radicalement. Voilà. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais, cette école est extraordinaire, je regrette, mais vraiment pas du tout une seconde. C'est pas la même chose, c'est pas le même job, c'est pas les mêmes conditions, mais je suis vraiment très 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 heureux. Ça fait 5 ans et demi, ça fera 6 ans en juin. Voilà. Et Alexandre de Navaille est toujours le DG de Catch Business School. Magnifique, on te le souhaite encore pour des belles années. Il y a notamment un plan stratégique, on va y revenir, mais cela, ça fait quasiment 6 ans. Tu vas souffler tes 6 bougies à la tête de Catch. Quel bilan tu dresses de ces 6 premières années ? Alors, ça serait prétentieux, et je le ferai pas, de dire on a tout révolutionné, on a tout changé, etc. Catch était dans une dynamique. Quand je suis arrivé en 2020, c'était 7 ans après le rapprochement de Bordeaux et de Marseille, une dynamique de croissance et de développement très forte, qu'on a continué ensuite de 2020 jusqu'à l'année dernière, en gros. Relativement peu structuré quand je suis arrivé, même s'il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place, à la finance, au RH par exemple. Et donc peut-être que j'y ai apporté une petite touche de gestion et de structure. On a créé beaucoup de choses, on a créé beaucoup de data, on a créé un dynamisme de promotion et de marketing un peu différent, une organisation interne différente, une façon de gérer les ressources, une façon d'animer les équipes peut-être un peu différente. Donc c'est une école qui a beaucoup grossi très vite, peut-être plus vite qu'il ne le fallait, parce que la structuration n'a pas forcément suivi comme il le fallait. Et on s'est attaché à consolider en fait les bases de Catch pendant ces 5 dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, il y a des bases qui sont solides, il y a des processus, il y a des belles équipes, il y a une solidité financière, il y a des classements qui sont plutôt bons et qui progressent pour certains. Il y a une puissance académique forte, il y a une faculté qui s'est développée, il y a une belle puissance de recherche. Il y a des programmes qui sont phares, il y a des belles expertises qu'on essaie de mettre en avant et de développer et de faire connaître. Donc, on a continué dans la dynamique de développement, on a structuré l'école, on a pas mal investi sur les campus, livraison de l'extension du campus de Marseille, ouverture du campus de Paris, avec aujourd'hui pas loin de 7000 m², il y a 2500 étudiants à Paris aujourd'hui, il y en avait 700 quand je suis arrivé, essentiellement de la formation continue. On a investi dans la technologie, on continue à investir dans la technologie. Donc voilà, une belle dynamique. Je pense que l'école a beaucoup changé. On a travaillé sur l'image de l'école, avec une nouvelle signature, avec une charte graphique un peu différente, des attributs de la marque qui sont un peu différents aussi. On va continuer à travailler là-dessus. On va parler du chantier, des 5 années dans lesquelles on est entré, avec notre plan stratégique évidemment. Et on va changer un tout petit peu de braquet. Mais c'était 5 années hyper excitantes, très dynamiques, assez... pas simple, il y a des moments où c'est assez compliqué. On est passé par une année financièrement qui n'était pas simple, juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine et les taux d'inflation qui ont augmenté de façon vertigineuse. Mais on a redressé la barre, on a créé une belle culture. Voilà, c'est une école qui a tous les atouts aujourd'hui pour continuer, mais d'une façon peut-être un peu plus modérer sa croissance et travailler sur la qualité, on va en parler. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris au moment où tu es arrivé à Catch, et notamment par rapport à ta précédente expérience chez Hertz ? Alors, en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce monde de l'enseignement sup, et des écoles de commerce en particulier, soit aussi concurrentiel. Tout le monde sait que les écoles se
regardent un peu les unes les autres pour savoir quelle est la meilleure et quelle est celle qui sera le plus choisie. Donc les classements SIGEM, etc. On sait ça. On s'en doute. Moi, j'ai des enfants, même s'ils n'étaient pas en âge d'intégrer une prépa à une école à ce moment-là, quand je suis arrivé à Kedge. Voilà, j'ai des neveux. On sait tous qu'il y a un classement, que les classements favorisent en fait le choix des étudiants, et que donc il faut se battre pour être meilleur. Mais le niveau de compétition que je vois aujourd'hui, au-delà même des écoles qui sont celles de la CDEFM, donc les 30 écoles qui ont un diplôme gradé, ces nouveaux entrants, ces formations qui se créent on the go comme ça. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Laurent Batch, il me semble, qu'il disait que c'est plus facile d'ouvrir une école aujourd'hui que d'ouvrir un salon de coiffure. On ne demande rien à un dirigeant d'école qui veut ouvrir une école, si ce n'est d'avoir un casier vierge. Donc c'est assez extraordinaire la vitesse avec laquelle il y a tout un monde de l'enseignement sup, privé, lucratif en particulier, qui s'est développé. Donc ça m'a beaucoup surpris. Deuxième surprise, peut-être, ne venant pas du tout du monde académique, c'est le poids, mais l'importance, plus que le poids, de la recherche dans des écoles comme les nôtres, dans des écoles comme Kedge. Une recherche qui, d'abord, permet de faire valoir ses expertises, nourrit les programmes, nourrit Kedge dans le monde académique, dans le monde économique, sur les territoires. Donc ça, c'était un peu nouveau. Puis après, voilà, un mode de fonctionnement post-associatif, parce que même si on est encore associatif, on ressemble plus dans le fonctionnement à une ETI. Pas simple, qu'il faut gérer, certains process qui n'étaient pas en place, une structuration qui n'était pas encore tout à fait établie. Donc ça m'a un peu surpris, on a passé du temps là-dessus. À la différence des principaux directeurs généraux d'autres grandes écoles de management, tu viens justement du monde de l'entreprise, tu n'es pas doctorant, tu ne viens pas du secteur académique. En quoi c'est un atout justement de ne pas être issu de cet écosystème pour diriger une business school comme Kedge ? Ouais, alors je ne suis pas très fan de la question parce que ça voudrait dire que j'ai des atouts que d'autres n'ont pas. Bon, je pense que quand on est patron, quoi. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est un leadership. Après, j'ai vécu des choses que certains de mes confrères n'ont pas vécu parce qu'ils n'ont pas passé 25 ans dans une boîte comme je l'ai fait. Et eux vivent des choses et ont vécu des choses que je n'aurais pas vécues. Néanmoins, peut-être 2-3 messages. D'abord, je sais parler à un étudiant de ce que peut être une carrière dans le monde de l'entreprise. Et du fait qu'il faut savoir saisir sa chance, saisir des opportunités, évoluer, avoir de l'ambition, se dresser peut-être un plan de carrière, créer son réseau interne, etc. Deuxième chose, voilà, j'ai travaillé dans une boîte américaine avec certains réflexes. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de structuration, de process, ça c'est important. 3, peut-être de par mon expérience dans cette entreprise qui était, encore une fois, côté drivé par le résultat, drivé par la performance, cette idée de résultat, de recherche de résultats, de recherche de performance. Performance ne veut pas dire que performance financière, d'ailleurs. C'est toujours cette idée de chercher mieux, de chercher plus. Moi, je suis un éternel insatisfait. J'en parlais tout à l'heure à mes équipes au téléphone. J'ai cette idée de rechercher en permanence l'excellence, et quand on pense l'avoir atteint, en fait non, on continue. Voilà. Donc c'est cette idée de continuer à améliorer en continu cette performance, un niveau d'exigence fort, j'ai envie de dire. Puis après, il y a le lien avec l'entreprise. Voilà, j'ai un réseau, je connais pas mal de patrons de boîtes qui étaient mes clientes à l'époque, et puis ce réseau est toujours utile. En plus, je suis parisien, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Paris. Et ça permet certainement de bien connecter l'école avec l'écosystème économique. Début 2026, tu as été nommé président d'Ecricom, donc tu l'avais déjà été quelques années auparavant. Ensuite, Delphine Monceau de Neoma, et là tu succèdes à Delphine, tu es président d'Ecricom. Quel est ton rôle ? En quoi ça consiste ? Quelles sont les missions du président d'Ecricom ? Principalement, alors, l'idée c'est d'animer cette banque de concours. Ecricom, c'est pas un club à part, c'est une banque de concours. On organise un concours, enfin plusieurs. Il y a le concours prépa, et puis il y a un concours ST, et puis un concours bachelor. Donc c'est de s'assurer que ce concours se déroule dans les meilleures conditions. 2, le promouvoir. Donc attirer des étudiants de prépa, des élèves de prépa, des étudiants de licence vers ce concours pour qu'ils choisissent de façon ultime nos écoles à la fin. 3, c'est s'assurer que l'exigence est toujours là et en fait soit d'année en année toujours plus élevée.
Un des enjeux, c'est de faire en sorte qu'Ecricom soit Ecricom, que ce ne soit pas simplement une banque de concours test avant de passer les concours de la BCE. Voilà, c'est souvent vu comme ça. En fait, il y a des très belles écoles à Ecricom, et donc il faut que l'on devienne de plus en plus et toujours plus un choix évident et pas simplement une alternative A. Et puis après, il y a cette idée quand même de créer de la cohésion entre les 5 écoles qui forment Ecricom, de créer un état d'esprit qui attire les étudiants vers ces concours-là. Et puis après, dernier point, c'est d'ouvrir la banque à des opportunités. Il y a quelques années, on avait ouvert la banque et nos PGE au littéraire. Donc on a créé des passerelles. On est en train de le faire sur le scientifique cette année. Donc on est en train de structurer l'idée que les étudiants en prépa scientifique puissent intégrer nos écoles en fonction de leurs notes au concours scientifique et d'une partie dossier, de façon à ce qu'ils puissent nous retrouver aussi comme ils peuvent l'avoir fait par ailleurs en passant le concours ST, et que d'autres ne l'ont pas fait et choisiront de pouvoir nous rejoindre via le concours scientifique. Ok, très intéressant. Merci beaucoup Alexandre. Tu as impulsé Kedge 30, le nouveau plan stratégique de l'école. Quelle est l'ambition derrière ce plan stratégique ? Alors l'ambition, avant de parler de l'ambition, peut-être un constat, c'est où on en est après 5 ans de Kedge 25, puisqu'on a conclu Kedge. On n'est pas très originaux dans le wording des plans. Les noms, quoi. On n'a pas été inventé un truc à Kedge 25, Kedge 30. Voilà, comme ça c'est clair. Le constat de Kedge 25, c'est qu'après la croissance forte des dernières années, on est quand même passé de 120 à près de 160 millions de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, on est arrivé à une taille critique. Et en fait, je ne crois pas une seconde qu'on continuera à développer notre activité à la vitesse à laquelle on l'a fait ces dernières années. Il y a un marché qui est plus compliqué, il y a une réalité démographique qui fait que, il y a une concurrence exacerbée, j'en parlais tout à l'heure, il y a des contraintes sur l'apprentissage, il y a des contraintes géopolitiques qui font que. Donc je ne crois pas une seconde qu'on trouvera des croissances aussi dynamiques qu'on l'a vu ces dernières années. Je crois d'ailleurs que les écoles qui le pensent se trompent. Voilà. Donc mon parti pris, c'est de dire, on ne va pas aller au-delà des volumes qu'on a fait. On est aujourd'hui la plus grosse école de management. Si ce n'est pas la première, c'est la deuxième, c'est pas la deuxième, c'est la troisième. On fait partie du club des plus grosses écoles de management par le nombre d'étudiants et le chiffre d'affaires. On a une stabilité, une structure financière qui fait qu'on peut envisager assez sereinement les 5 prochaines années. On a beaucoup travaillé sur notre structure de coûts et notre organisation pour y arriver. On a pas mal investi, on va continuer à investir. Ce que je veux, c'est tout miser sur la qualité. La qualité, la qualité, la qualité, la qualité. Je l'ai dit 4 fois. Pourquoi 4 fois ? Parce qu'on va investir sur la qualité de la recherche de l'école. C'est le fondement de ce que l'on est, c'est le fondement de ce que sont nos enseignements, de ce que sont nos programmes. On va investir sur la qualité des programmes, des enseignements eux-mêmes, sur le PGE en particulier, sur les post-bac. On va harmoniser, synergiser, simplifier peut-être le portefeuille des masters, en créer de nouveaux aussi. On va investir sur la qualité pédagogique, comment on délivre les programmes, comment on délivre notre promesse, en particulier avec l'IA, mais pas que, sur toutes les méthodologies qui peuvent exister aujourd'hui et pas encore, et on va innover. Et le 4e pilier, c'est la qualité de la vie ou de l'expérience étudiante, sur laquelle on va aussi miser beaucoup et investir beaucoup. Et toutes nos ressources, toute notre énergie va être sur cette recherche de qualité pour être plus attractif. Et étant plus attractif, se battre mieux dans ce monde très concurrentiel, développer des compétences nouvelles, des verticales nouvelles, attirer des étudiants différents et faire en sorte de pouvoir aussi compenser peut-être des sujets comme la baisse du nombre d'apprentis à venir. Alors, aujourd'hui, on avait 3000 apprentis au pic à Kedge. On est en train de descendre gentiment. On va viser 2000 apprentis. Ça représentera encore peut-être 18% de nos effectifs, entre 15 et 20, parce qu'on veut continuer à pouvoir accueillir des étudiants qui viennent de partout et qui misent sur l'apprentissage en particulier pour pouvoir mener et poursuivre leurs études en master. Mais on est trop...
je sais pas, on n'est pas trop exposé, mais on est exposé aujourd'hui, je vais réduire ça, et réduisant ça, il va falloir que j'achète des étudiants ailleurs, plus d'international, plus de nouveaux programmes, Paris, pour compenser tout ça. Globalement, on va rester à peu près au même nombre d'étudiants que ce qu'on voit aujourd'hui. En tant que DG, quels sont les indicateurs que tu scrutes, que tu regardes régulièrement? Alors, j'ai de la chance, c'est qu'on a, ces 5 dernières années, beaucoup travaillé sur la donnée et la data. Donc, j'ai beaucoup de données. Ce que je regarde de façon très régulière, c'est, les recrutements de l'année à venir. Ça, on suit ça de façon très précise. C'est-à-dire? Tous les jours. Combien d'étudiants recrutés hors banque d'épreuves, combien d'étudiants inscrits sur les banques d'épreuves. Et puis ensuite, on regarde du prospect à la candidature ouverte, etc. Tous les jours, je suis capable de monitorer ça par source, par canal, etc. De façon à pouvoir viser nos objectifs. Évidemment, on travaille aussi sur les moyens qu'on met en face de nos étudiants, donc en particulier les taux de couverture et les professeurs permanents et la façon dont la planification s'organise. J'ai des indicateurs importants de qualité qu'on arrive à mesurer de façon régulière. Alors, on a une enquête annuelle, mais après, on a aussi des indicateurs qui permettent de mesurer de façon plus régulière où on en est de la qualité perçue par l'étudiant. Évidemment qu'on regarde les classements quand ils sortent, parce que nos étudiants les regardent. Donc c'est important, et on regarde les détails derrière les classements pour comprendre où les opportunités sont pour pouvoir s'améliorer, même si en fait c'est le travail quotidien de l'école, pas forcément à court terme d'ailleurs, à moyen long terme, qui permet de s'améliorer sur certains de ces critères et in fine d'améliorer les classements. Puis après on regarde les finances. Je suis chef d'entreprise en fait, même si Kedge n'est pas une entreprise, que c'est une association. J'ai la responsabilité de 800 collaborateurs, j'ai la responsabilité de donner un cadre aux 13 000 étudiants de formation initiale et 2 à 3 000 étudiants de formation continue. J'ai la responsabilité de maintenir des campus en état, j'ai la responsabilité de développer nos activités à l'international. Et donc pour faire ça, il faut qu'on ait des finances saines qui permettent de pouvoir investir quand il faut investir, dépenser quand il faut dépenser. En parlant de classement, est-ce qu'il y a un classement que tu regardes plus qu'un autre? Non, je regarde tous les classements, parce que je pense que s'ils existent, c'est qu'à un moment, ils sont lus. Donc je regarde tous les classements. Je suis toujours déçu quand on n'est pas là où il faut sur un classement, évidemment. Je suis toujours heureux quand c'est mieux. Mais j'attache autant d'importance à l'un et à l'autre. Après, il y en a qui sont plus regardés que d'autres. Donc, mais je veux pas... il y a des classements internationaux qui sont vraiment importants aussi. Puis il y a des classements dans lesquels on n'est pas et sur lesquels il va falloir qu'on travaille, parce qu'il faut qu'on soit plus visible aussi sur certains classements internationaux. On va à présent passer au format vrai ou faux. Donc je vais avoir 9 questions. Ouais. L'idée est simple, répondre par vrai ou faux, ne pas donner de justification directe. Pas d'argument, on développera par la suite. Okay, vas-y. Vrai ou faux avec Alexandre Denavaille, DG de Kedge, c'est parti. D'ici 2030, Kedge dépassera 15 000 étudiants. Faux. En 2030, Kedge sera plus parisienne que bordelaise ou marseillaise. Faux. Kedge possède les 2 plus beaux campus de France. Oh, mais carrément vrai. Kedge Impact fera de l'école une référence RSE en Europe. C'est déjà le cas. D'ici 2030, Kedge sera solidement ancré dans le top 8 français. Vrai. Kedge sera présente sur tous les continents en 2030. Vrai. Les prépas resteront la voie prioritaire du PGE de Kedge. Vrai. Kedge pourra racheter un établissement d'ici 5 ans. Je sais pas. La triple accréditation suffit à juger une école. Faux. Ok, intéressant. Par rapport justement à ton rôle de DG, pour revenir dessus, Alexandre, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres au quotidien en tant que DG de Kedge? Alors moi j'ai cette chance, mais c'est mon caractère, de rarement voir les difficultés pour ce qu'elles sont. Et quand il y a des challenges, quand il y a des contraintes, quand il y a des complications, quand il y a des problèmes, en fait, c'est toujours des opportunités derrière. Si on ne fait pas bien son job, on peut créer des difficultés. Mais il suffit de bien le faire pour les éviter. Quand on est contraint par son environnement, en fait, ça nous oblige à être plus agile, à réfléchir différemment, à faire autrement. Et donc, c'est des opportunités qui se créent. Donc, il y a des trucs qui sont compliqués dans notre métier. Gérer au quotidien 13 000 étudiants de formation initiale,
C'est pas simple, parce que c'est 13 000 individualités, dont certaines sont plus fragiles que d'autres, dont certaines peuvent créer des problèmes quand d'autres n'en créent pas. Ça, c'est pas simple. L'environnement compétitif est pas simple, je l'ai dit tout à l'heure. L'environnement géopolitique est incertain, donc ça mais c'est pas du quotidien, c'est plus du moyen terme. Bon, après, gérer des opérations, c'est gérer des opérations. Enfin, moi, je l'ai fait dans de précédentes responsabilités. Encore une fois, moi, j'aime quand c'est dur. Est-ce que tu as un exemple justement d'une difficulté sur laquelle une opportunité est née par la suite? Alors, comme ça, il faudrait que je réfléchisse 2 secondes, c'est pas tout simple comme question. Ouais, enfin, tu vois, par exemple, on était en 2022-2023, on a fait face à une inflation très forte, à des charges d'électricité qui ont explosé parce que on a dû basculer d'un fournisseur sur un autre. En même temps, on n'avait pas augmenté nos frais de scolarité et j'ai passé des ajustements comptables sur certains revenus. On a perdu de l'argent. Voilà. Ça nous a bousculé. J'ai mis en marche toutes les équipes pour que l'année suivante, on revienne à une situation financière saine. Ça nous a obligés à réfléchir à la façon dont on gérait nos budgets, la façon dont on gérait nos dépenses, la façon dont on sécurisait le recrutement de nos étudiants. Et en fait, en 1 an, on est revenu à l'équilibre. Et l'année d'après, c'était l'année dernière, on a réussi à faire en sorte que l'école soit dans une situation financière très saine, une capacité d'investissement qui est maintenant très forte, qui nous permet d'envisager à nouveau sereinement les années à venir. Très clair. Merci beaucoup, Alexandre. Kedge est une école de référence sur le domaine des achats, de la supply chain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette force de Kedge? Oui, c'est des forces qui ont été construites de longue date. En fait, le master achat, le MAI, il fête cette année ses 50 ans. Oh, wow. Il y a 50 ans, il y a un gars à Bordeaux qui a dit on va créer des formations sur les achats et les excellences sur les achats. C'est marrant parce que c'est un peu le contre-pied de l'école de commerce qui formait les jeunes à faire du commerce, ceux qui vendent. Voilà. En face, il y a ceux qui achètent. Aujourd'hui, on forme 650 étudiants, plus des jeunes cadres, des jeunes professionnels et des moyens jeunes d'ailleurs, en formation continue, et on est des experts de la formation en achat. Le MAI, c'est le Master Achat Innovant. Les achats sont très souvent stratégiques dans une entreprise. Je le sais, quand j'achetais 50 000 voitures par an, c'était stratégique. Si j'avais pas le bon mix, la bonne relation avec les constructeurs, les bons prix, les bons délais de livraison, la bonne adéquation entre ce que j'achetais et ce que voulaient mes clients, je plantais tout. Donc c'est cœur. Et ça, souvent, on l'oublie. Et la supply chain, c'est une autre expertise de Kedge qui s'est construite autour des 2 piliers fondamentaux de nos affaires académiques. La recherche. On a un centre d'expertise aujourd'hui qui accueille 50 enseignants-chercheurs qui sont des experts de la supply chain. On travaille avec le MIT, on travaille avec Georgia Tech, on travaille avec des grosses universités chinoises. On est indiscutablement les experts en supply chain en France, voire en Europe. On a 2 programmes de master en supply chain. L'ISLI, c'est le master de supply chain, et l'ITL, c'est Trades and Logistics, qui sont numéro 1 dans les classements. Si on prend les 2 programmes combinés, on ne doit pas être loin des 300 étudiants tous les ans. C'est une de nos grosses forces aussi parce qu'on a des partenaires, entreprises, qui savent nous suivre. Voilà, on bosse avec CMA, CGM par exemple, avec Marseille. Et c'est cœur dans les entreprises. Et on s'en aperçoit aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 6 ans, post-Covid, sont les supply chains qui ont fait la force et la résilience des entreprises, en fait. Et c'est des métiers qui sont fondamentaux. On parle très souvent... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de finance ou de marketing. Bien sûr. Mais tous nos étudiants, ils veulent tous faire de la finance ou du marketing. La supply chain dans une entreprise, c'est le cœur du réacteur. Voilà. Les opérations dans une boîte, c'est le cœur du réacteur. Et donc,
C'est des expertises sur lesquelles on mise, sur lesquelles on investit, sur lesquelles on mettrait de la ressource. On va se plonger un petit peu plus dans Cage 30, notamment aussi des annonces qui ont été faites d'un point de vue international. Cage a annoncé intensifier son rayonnement international. De nombreuses annonces tombent assez régulièrement. Tous les mois, on voit des nouvelles signatures et bravo pour ça. Donc, comment réussir à concilier une croissance justement et un rayonnement toujours plus international tout en restant attaché à ces territoires historiques de Cage? Oui, tu as raison de le dire, hein. On est attaché à Marseille, on est attaché à Bordeaux. Aujourd'hui, on développe Paris et on restera solidement ancré dans le sud et en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est de là qu'on vient, et que notre mission, c'est aussi de former la jeunesse sur ces territoires-là. Maintenant, Cage, c'est pas nouveau, hein, qu'elle s'est ouverte à l'international, ça fait très longtemps, et on voit l'international vraiment sous trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est les recrutements d'étudiants internationaux. Aujourd'hui, on recrute 1000 étudiants internationaux tous les ans, hein, qui viennent sur nos programmes. Je ne parle pas des échanges, je parle vraiment des recrutements. On a doublé ça en quelques années. Il y a encore beaucoup d'opportunités. Je reviens d'Inde, où j'étais la semaine dernière. En Inde, il y a une volonté du président Macron et du Premier ministre Modi de passer de 10 000 étudiants indiens qui viennent en France à 30 000. Bon. Nous, on va doubler le nombre d'étudiants internationaux, passer de 1000 à 2000. Aussi pour remplacer ces étudiants en apprentissage qu'on... Passer des 3000 à 2000 en apprentissage, ça peut compenser la balance. Ça peut compenser une partie de la balance. Et puis il y a des opportunités en Inde, il y a des opportunités en Chine, des opportunités en Afrique, il y a des opportunités partout. Et je crois d'ailleurs qu'il faut qu'on collectivement fasse rayonner l'enseignement supérieur français, les écoles de management françaises à l'international, pour qu'on arrive à attirer plus d'étudiants internationaux dans nos écoles. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour nos étudiants français, cette idée de les immerger et leur donner une expérience internationale. On a fait le choix de ne pas avoir des campus sur lesquels on envoie nos étudiants. D'autres écoles ont ce modèle-là. Nous, c'est 350 partenaires, 80% sont accrédités, et on immerge nos étudiants. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est notre présence Cage à l'international pour former localement à l'international. Et c'est la Chine, l'Afrique et l'Inde. La Chine, parce qu'on y est depuis 20 ans. On a 3 programmes en Chine. On a monté 2 instituts franco-chinois, donc c'est des instituts en partenariat avec des universités chinoises. L'un d'entre eux avec l'université de Genmin à Pékin, qui a ouvert un campus à Suzhou, l'autre avec CAFA, Central Academy of Fine Arts. Ce sont des programmes de management en 5 ans. Les étudiants sont des étudiants chinois. Ils passent 2 ans en Chine, ils viennent la 3e année en France, ils obtiennent le bachelor de Cage, ils passent la 4e année en Chine, ils obtiennent leur licence chinoise, et ils peuvent venir faire leur 5e année en master à Cage. Sur chacun des 2 programmes, c'est 300 étudiants tous les ans, qui sont sur des programmes Cage. On a aussi un programme d'exécutive MBA avec Jiaotong. La Chine, c'est solide. L'Afrique, on y est depuis maintenant longtemps aussi. On a monté un partenariat avec BEM. BEM, c'était Bordeaux École de Management, qui a été créé en 2008 à Dakar par Madické Diop. Et on s'est associé avec Madické Diop. On est aujourd'hui associé dans BEM Dakar et on est associé dans BEM Abidjan. Ces 2 écoles-là, c'est 2500 étudiants. C'est la plus belle école de management, classée numéro 1 de Jeune Afrique pendant des années. C'est la plus belle école de management d'Afrique subsaharienne francophone. Et on forme localement. On forme des jeunes Sénégalais, on forme des jeunes Ivoiriens. Et on est en train de développer la même chose en Inde. On a ouvert en septembre un programme en 4 ans, de bachelor en 4 ans. Les étudiants sont les étudiants indiens. On a monté ce partenariat avec Vijay Bhumi University, et son école de management qui s'appelle Jackson. C'est la 6e institution indienne à avoir été accréditée ACSB. Les étudiants indiens passent 2 ans en Inde, et ils peuvent venir passer les 2 autres années en France ou choisir de rester en Inde. Et ils auront, s'ils restent en Inde, un diplôme local accrédité par le ministère de l'Éducation indien. Et s'ils viennent les 2 années en France, ils obtiennent l'IBBA de Cage, qui est le diplôme gradé de Cage. Et on est en train de monter 2 programmes de MSc, en management du sport et en management de la supply chain, à partir de septembre qui vient. Et c'est des 1+1. Les Indiens pourront faire 1 an en Inde, 1 an en France, ou faire 2 ans en Inde. Donc, on va développer ça encore plus. Et on forme localement, parce qu'on croit qu'on a aujourd'hui un rôle à jouer sur ces territoires où il y a beaucoup de demandes, et il n'y a peut-être pas suffisamment de structures et d'offres
pour satisfaire toute cette demande. Donc l'enjeu sur la partie campus international, c'est plus de développer des campus dits associés que des campus, on va dire plutôt traditionnels, où des étudiants français peuvent directement Alors, ça ne veut pas dire que les étudiants français ne vont pas sur ces campus-là. Tous les ans, on a 150 étudiants qui vont sur les campus de Kedge en Chine. On a, pareil, 150 étudiants qui vont sur les campus de Dakar et d'Abidjan, sur des programmes très spécifiques d'ailleurs. Dakar et Abidjan, c'est un programme qui s'appelle l'African Track, qui s'adresse à des étudiants de PGE, et qui vont passer une partie de leur période sur place à suivre des cours de BEM, et une autre partie à s'insérer dans les dispositifs locaux d'accompagnement aux startups et aux entreprises, d'associations humanitaires, d'accompagnement au développement de petits business locaux, etc. Kedge a développé deux écoles, en plus de sa business school historique, la Art School et la Wine School. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aussi sur ce modèle, j'ai envie de dire, de groupe, parce qu'on le voit avec notamment Audencia, le SCP, Lyon, Neoma aussi, qui développent des écoles en plus de la business school historique pour avoir un modèle que certains qualifient de Global University. Est-ce que c'est l'ambition de Kedge? Et nous parler donc de la Art School et de la Wine School. Alors, on reste une école de management. On ne prétend pas devenir une Global University, même si j'ai pris l'exemple de l'IE comme un modèle tout à l'heure. Mais historiquement, Kedge a des programmes de management du vin et de la vigne et de l'hospitalité, et a des programmes de management des arts et des industries créatives. Ce qu'on a construit, en fait, c'est une espèce de logique entre les programmes eux-mêmes, la recherche, donc on a rapproché programme, recherche, et le lien avec l'entreprise. Donc c'est ce triptyque, recherche, enseignement et relations entreprises, sur ces domaines très spécifiques, qui sont sectoriels en fait, qui sont des particularités de la France, qui sont certainement dues aussi à d'où on vient. C'est-à-dire, on est bordelais, donc c'était pas illogique d'avoir structuré au sein de Kedge une entité qui travaille et qui développe ses activités autour du management du vin et de la vigne. Cette école, en soi, école c'est peut-être un grand mot, elle est dirigée par une personne qui est vice-champion du monde de sommellerie, qui a été champion de France de sommellerie, qui est meilleur ouvrier de France, qui a un énorme réseau dans le monde du vin, dans le monde de l'hospitalité. Et l'idée, c'est de pouvoir former des jeunes managers. C'est pas des jeunes œnologues, c'est pas des jeunes cuisiniers, c'est des jeunes managers dans ce monde-là. Parce qu'il y a ce besoin. À Bordeaux, il faut gérer des châteaux, des domaines, il faut gérer du négoce, il faut gérer des maisons de vin. Et c'est ce que l'on fait, évidemment bien au-delà de Bordeaux. On a 250 étudiants aujourd'hui dans nos programmes. Et on est reconnu mondialement pour cette expertise. Sur le management des arts, c'est un peu la même chose, avec cette particularité qu'on a construit cette école, à nouveau au sein de l'école, toujours en s'appuyant sur les enseignements, le master management des arts et des industries créatives et le master design de Kedge, la recherche, les profs qui interviennent au sein de ces programmes sont aussi des enseignants-chercheurs et ils travaillent ensemble sur des projets de recherche internationale, la recherche internationale ou des projets internationaux, et le monde de l'entreprise ou le monde de la culture, je veux dire, un peu largement, pareil, en formant des jeunes à des expertises, gestion de musée, curation, management d'événements, etc. Pour un étudiant du programme Grande École, un futur étudiant qui nous regarde, est-ce qu'il y a un cours spécifique à Kedge qu'un étudiant verra uniquement au sein du PGE de Kedge et qu'il ne verra pas ailleurs? Est-ce que tu peux nous parler d'un cours spécifique? Alors, on a quelques cours signatures, mais il y en a un qui est Pensée 2050, qui est un cours de prospective. Imaginez ce que peut être le monde de l'entreprise en 2050, autour de thèmes comme est-ce que l'entreprise sera féminine, je ne sais plus exactement quel est le thème, de l'année dernière, en 2050. Et ce cours-là, il oblige nos étudiants à réfléchir collectivement et à produire des travaux qui sont ensuite collectés et dont on fait un ouvrage tous les ans. Et c'est une approche un peu différente, un peu innovante, très prospective. Voilà, c'est un cours, il y en a d'autres, on a des cours
assez particuliers autour de la géopolitique, par exemple, qu'on est en train de monter, ou qu'on a déjà monté. On a des cours avec Sciences Po qui sont autour des sujets de défense, par exemple, qui sont assez particuliers et qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis il y en a d'autres, et puis il y en aura d'autres. Voilà. Magnifique, donc ils vont se développer par la suite. Parlons rapidement des associations. Les associations, c'est une des pierres angulaires de Kedge, tant sur le campus bordelais que marseillais notamment. Pourquoi un étudiant doit faire une association durant son cursus en grande école ? Alors déjà, on en a 60 des associations, entre Bordeaux, Marseille et Paris. Donc si on prend une cinquantaine d'étudiants un peu actifs au sein de chacune de ces associations, c'est 3000 étudiants qui sont très actifs chez nous dans le monde associatif. Et on a des associations sportives, il y a des associations d'animation de la vie étudiante, il y a des associations de support à l'étudiant, d'accompagnement et de soutien, il y a des associations d'art, de sport, etc. Donc on a un vaste panel, il y a la JE à Bordeaux, il y a la JE à Marseille, on a un vaste panel d'associations. Ce en quoi on croit fondamentalement à Kedge, c'est qu'on apprend mieux en faisant. Et en fait, on encourage nos étudiants à s'engager dans les associations parce qu'on souhaite qu'ils mettent en pratique très rapidement ce qu'ils apprennent en salle de cours. Donc c'est un peu le learning by doing. En fait, c'est comme ça qu'on a appelé ce programme-là aussi. Et les associations sont très insérées dans la pédagogie de Kedge. Les associations, elles reportent au programme à Kedge. Et moi, je suis assez convaincu, quand j'étais étudiant, je fais partie d'une association, et je suis assez convaincu, en fait, que c'est la première touche que l'on a, ou la première fois que l'on peut comprendre comment gérer une organisation. Quand on est président d'une association à Kedge ou dans d'autres écoles, on gère un budget, souvent de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire en millions. On gère des hommes et des femmes, de la ressource. On développe un projet. On va exécuter ce projet. On va recruter. Et tout ça, en fait, c'est un peu le métier d'un patron d'entreprise. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Il y a la promotion, il y a du sponsorship, et il y a la logistique. Et en fait, c'est cette idée de toucher, pour de vrai, ce que peut être gérer, manager, leader une équipe et une organisation. Et en plus des associations, il y a surtout la partie incubateur, l'entrepreneuriat à Kedge, et donc des étudiants qui ont envie de lancer un vrai projet. Il y a d'ailleurs plusieurs success stories ces dernières années au niveau de Kedge. Est-ce que tu peux nous parler de l'entrepreneuriat à Kedge ? Quels sont les dispositifs qui sont mis en place, que ce soit d'un point de vue incubateur, mentoring, réseau, etc. Alors, il faut se rappeler d'où on vient, en fait. Il y a 150 ans, les écoles de commerce de Bordeaux et de Marseille, elles ont été créées par les chambres de commerce pour développer des compétences de jeunes futurs entrepreneurs ou repreneurs de boîtes pour dynamiser l'économie locale. On était à la fin du 19e siècle, en plein boom industriel. Et c'est profondément inscrit dans nos gènes. On est une école d'entrepreneurs. On a aujourd'hui 1500 étudiants qui sont formés tous les ans à l'entrepreneuriat. Donc on a nos programmes, les parcours du PGE. D'ailleurs, on est en train de rapprocher les incubateurs des programmes. Et puis on a 3 incubateurs, à Bordeaux, à Marseille et à Paris. On a un incubateur digital aussi, qu'on sait utiliser, ou en tout cas promouvoir à l'international, par exemple en Afrique. Tous les ans, on a 1200 projets qui nous sont présentés par des étudiants. On a 3 cycles d'incubation. On a un cycle de pré-incubation, c'est un programme où les étudiants arrivent avec un projet qui n'est pas encore totalement mature, et on les accompagne pendant 6 à 10 mois sur cette phase de pré-incubation, de façon à structurer le projet, à le viabiliser et à démarrer une activité d'entrepreneur à l'issue de cette période-là. On a une période d'incubation. On va commencer à imaginer les premiers chiffres d'affaires, à développer les premiers chiffres d'affaires, à créer son premier portefeuille client. Et puis ensuite, on a une phase d'accélération. Des 1500 projets, on en retient 220 en phase de pré-incubation, une soixantaine en phase d'incubation et 20 à 30 en phase d'accélération. Donc on a en gros 300 projets tous les ans qui sont accompagnés. Ce qui est intéressant, c'est que 75% des projets qui passent par nos incubateurs sont toujours là après 6 ans. Voilà. Il n'y a pas loin de 40 millions d'euros qui ont été levés par les startups de Kedge
depuis la création de nos incubateurs en 2016. Et puis on a monté des programmes d'investissement, enfin d'accompagnement financier. Il y a un programme de prêt d'honneur. Nos alumni ont monté un fonds de participation dans les associations, dans les entreprises créées par les jeunes start-upers. Kedge elle-même a cette capacité à investir dans des startups. On a investi par exemple dans Sulitest, qui est une startup créée à Kedge et incubée à Kedge originellement, qui aujourd'hui a déployé très largement son certificat TASC auprès des écoles de management, des universités en France et à l'international. Et donc on croit fondamentalement à cela. Et on est en train de monter un projet intéressant. Je disais tout à l'heure qu'on rapproche l'incubation des programmes. Et au sein du PGE et de façon plus large sur tous les programmes, avec Benjamin Guignot et Ornica, que tous les jeunes connaissent aujourd'hui s'ils passent le permis de conduire. C'est un jeune entrepreneur, je dis qu'il est jeune parce qu'il est encore plus jeune que moi, qui est passé par les bancs de Kedge. Et on est en train de monter avec lui, ou il monte avec nous, un programme qui va prendre... il va prendre sous son aile un certain nombre des étudiants entrepreneurs et il va monter avec eux une vraie boîte, du début jusqu'au lancement de l'activité. Il va investir lui-même, voilà, et passer par toutes les étapes, peut-être les affres d'ailleurs, de l'entrepreneuriat avant de lancer une activité avec nos étudiants, pour qu'ils saisissent réellement ce que c'est que de se lancer et ce que c'est que de monter une boîte. Et ça sera un parcours au sein du programme Grande École, en même temps qu'on va en faire un semestre volant que tous les étudiants de Kedge, dans quelques programmes qu'ils soient, et à quelque étape qu'ils soient de leur parcours, pourront suivre également. Excellent, c'est hyper intéressant, merci beaucoup Alexandre. Kedge, c'est l'une des plus grosses écoles en termes de réseau alumni. Quels sont les enjeux du réseau alumni de Kedge et comment faire pour continuer à le muscler, à le dynamiser à l'international? Oui, il y a 95 000 diplômés de Kedge aujourd'hui. Bientôt 6 chiffres. Ouais, on va voir quand on passera l'étape. Normalement, on diplôme tous les ans 4500 étudiants, donc on va s'en approcher normalement. Il y en a 25% qui travaillent à l'international. Là, pas sans savoir qu'il y a quelques heures en ce moment au Mexique, par exemple. On a 500 alumni qui sont basés au Mexique et on les a mis en relation avec nos étudiants sur place. On a évidemment cette idée que nos alumni sont là pour accueillir nos étudiants en stage, accueillir nos étudiants en apprentissage. C'est très fort sur des spécificités, en tout cas les expertises dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Les MAI, les étudiants de supply chain, de l'ISLI, tout ça, c'est des étudiants qui ont créé un réseau. Dans les boîtes, aujourd'hui, il y a un acheteur sur 4, un manager achat sur 4 qui est passé par Kedge. C'est fou. Donc, il n'y a pas une boîte en France, CAC 40, ETI, PME, où aux achats, il n'y a pas quelqu'un qui ou est passé par Kedge, ou connaît quelqu'un qui est passé par Kedge. Et c'est ça la puissance d'un réseau, et certainement sur les expertises. Et ensuite, on s'appuie aussi sur notre réseau alumni pour accompagner nos étudiants. On est en train de monter un projet sur un de nos programmes où chaque étudiant sera accompagné par un alumni tout au long de son parcours, jusqu'au moment où il trouvera son premier job. Kedge a lancé une initiative novatrice, la Maison de la Santé et du Bien-être. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet déjà impulsé à Kedge et qui va être inauguré en septembre 26 à Bordeaux ? Oui, en fait, le constat, il est que même si on est des écoles de management où on a l'impression que nos étudiants sont privilégiés, qui viennent de milieux faciles, et c'est peut-être le cas, beaucoup d'entre eux, mais la réalité, elle est qu'il y a aussi des étudiants qui souffrent, il y a aussi des étudiants qui ont du mal à se loger, il y a aussi des étudiants qui peuvent avoir du mal à se nourrir. On a aussi des étudiants qui ne peuvent pas financer aussi facilement que d'autres leurs études. Et donc, on met beaucoup de ressources et de temps dans l'accompagnement de nos étudiants. Aujourd'hui, il faut se rendre compte des choses. On a, par exemple, toute aide confondue, que ce soit les bourses Crous, parce que tous nos programmes étant visés, on peut faire bénéficier nos étudiants de bourses Crous s'ils sont boursiers, les bourses Kedge, les bourses de la Fondation, les bourses de nos partenaires, les bourses de nos partenaires entreprises corporate, les bourses régionales. Si on met tout bout à bout et qu'on rajoute à cela le fait que certains de nos étudiants peuvent avoir une activité rémunérée par Kedge,
il n'y a pas loin de 8 millions d'euros d'aide tous les ans. Il y a 3000 étudiants qui sont accompagnés d'une façon ou d'une autre financièrement. 3000 sur 12 000, ça fait un quart. C'est pas négligeable. À cela, en plus, on rajoute les fameux 3000 alternants, dont 25% étaient boursiers avant d'être alternants, qui peuvent financer leurs études grâce aux aides de l'État et à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, on a presque un étudiant sur deux qui arrive à financer ses études, ou une partie de ses études, autrement que en signant un chèque ou en faisant un emprunt. Ça, c'est important parce qu'on casse une image de la business school. Puis après, au-delà du paiement des études, il y a le fait de pouvoir vivre correctement, décemment, se loger correctement. Donc on a l'accompagnement sur le logement, de pouvoir satisfaire à ses besoins de santé, d'hygiène. C'est étonnant, hein, mais on a fait une étude à Marseille qui nous a amené à ouvrir la maison de la santé. Il y a plus d'un étudiant sur deux qui nous dit ne pas prendre soin de sa santé, ne pas aller consulter, soit parce qu'il y a des contraintes financières, en particulier pour les internationaux, soit parce qu'il n'y a pas le temps, soit parce qu'il n'y a pas l'organisation. Et donc on s'est dit, on va monter un lieu physique sur notre campus de Marseille, où il va y avoir des consultations médicales. Donc aujourd'hui, c'est tous les mardis, toute la journée, et puis on entend d'étendre ces horaires-là, pour tous ceux qui ne vont pas consulter et qui ne prennent pas soin de leur santé. Et ça vaut aussi pour les jeunes filles qui ont besoin, par exemple, de consultations en gynécologie. Et donc on a un camion gynécologique qui passe sur le campus. Ça vaut aussi pour ceux qui ont besoin d'un soutien psychologique. On a des psychologues sur le campus de Marseille, sur le campus de Bordeaux, sur le campus de Paris. Et à Marseille, la psychologue, elle est à la maison de la santé, enfin à la maison, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc ce lieu est un lieu un peu isolé sur le campus, qui permet un peu de discrétion, où l'étudiant peut voir un médecin, voir une psychologue, participer à des ateliers de santé, de bien-être et de wellness. C'est c'est évidemment fondamental de donner du cadre et de permettre cela pour nos étudiants. Ce qui est étonnant, c'est que c'est tout le temps plein. C'est fou. Les consultations sont tout le temps toutes prises. La psychologue, elle est sans arrêt en rendez-vous avec nos étudiants. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai sujet de la santé mentale et physique de nos étudiants. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert la maison là-bas. Et on va ouvrir celle de Bordeaux en septembre, là, 2026, et puis on verra comment on va s'organiser à Paris. Notre campus est un peu différent de celui de Bordeaux et de Marseille, mais on va le faire à Paris aussi. Magnifique, en tout cas une très belle initiative justement pour accroître la qualité qui est promue dans ce nouveau plan stratégique, qualité aussi dans le recrutement des étudiants avec justement une intensification sur le marché prépa. Historiquement, Kedge recrutait des prépas EC, depuis quelques années des prépas littéraires et prochainement des prépas scientifiques venant aussi de prépas ENS, des D1, D2. Pourquoi cette volonté de recruter toujours plus de préparationnaires et des préparationnaires venant d'horizons divers et variés ? Alors d'abord, il y a la prépa. Moi, je crois fondamentalement au modèle prépa-école, au continuum. Je le dis souvent quand on m'interroge. En fait, c'est un programme en 5 ans. Ouais, il y a 2 ans de préparation, il y a un concours, et puis on rentre dans une école. Mais en fait, il y a une vraie continuité, une vraie logique pédagogique. Et je suis très attaché à ce modèle de la prépa parce qu'il nous différencie de beaucoup d'écoles dans le monde. Voilà. Il n'y a pas 27 écoles de management françaises dans le top 100 du FT pour rien. Il y a une rigueur académique, il y a une puissance de travail, il y a une ouverture d'esprit, il y a une résilience, une résistance au stress qui est assez phénoménale. Je ne fais pas de comparaison, c'est mieux, c'est moins bien qu'un étudiant qui nous rejoint par des admissions parallèles. C'est différent et c'est reconnu différemment par les recruteurs. C'est-à-dire qu'un recruteur demain, il fera la différence entre un jeune qui fait un PGE qui est passé par la prépa et un jeune qui n'est pas passé par la prépa. Moi, je crois fondamentalement à ce modèle-là et je veux le défendre. Et on continuera à le défendre. Je le défends en tant que président d'Ecricom, je le défends en tant que DG de Kedge. Et on travaille main dans la main d'ailleurs avec les prépas et l'association qui représente les profs de prépa, la PHEC, sur comment on fait évoluer en fait
cette logique et ce continuum. Et après, il y a prépa et prépa, c'est-à-dire qu'il y a les EC, il y a les ECT, c'est intéressant, on va fêter les 50 ans bientôt, et j'y serai, évidemment, avec des jeunes qui viennent de parcours un peu différents. Donc on se dit c'est pas évident, mais en fait si. Et il y a des personnalités qui sont incroyables. J'ai été visiter une prépa il n'y a pas très longtemps à Orléans, et on voit cette forme de courage, d'envie, d'ambition, et on peut le faire en parlant des ECT. Et puis après, on s'est ouvert au littéraire il y a quelques années parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a énormément de préparationnaires et puis il y a peu de place. Et ces jeunes-là, ils ont le choix de partir en licence, de finir une licence à l'université, ou peut-être de rejoindre des écoles comme la nôtre. Et il y a de plus en plus de jeunes prépa littéraires qui rejoignent les écoles de commerce parce qu'il y a une richesse, il y a une culture, il y a encore une fois, peut-être pas les meilleurs en maths, filles, d'accord, mais en tout cas, il y a des matières sur lesquelles ils excellent. C'est hyper intéressant, en fait, de faire travailler ensemble des profils très différents. Et là, voilà, avec Echicom, on ouvre aussi aux prépas scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément l'école qu'ils souhaitent. Et certains préfèrent peut-être rejoindre une école de management qui est classée dans le top 10 que de se dire je vais rejoindre la 30e école d'ingénieurs du classement. Voilà. Et j'ai rien contre la 30e école d'ingénieurs du classement, c'est le choix de l'étudiant à la fin. Mais ils ont cette possibilité-là, ils ont un parcours scientifique qui est hyper intéressant, en maths évidemment, c'est très puissant et qui peut coller à certaines de nos formations. On parlait tout à l'heure de la supply chain. Nos meilleurs éléments de supply chain, c'est ceux qui ont souvent un parcours d'ingénieur. Forcément, oui. Un parcours scientifique. Pour réussir à bien tout gérer, encore plus avec les algorithmes, l'IA qui va s'intensifier dans ces écosystèmes. En parlant justement de la prépa, Kedge est très engagé sur plein de sujets. Simonyu Prépa, c'est un événement phare de Kedge. Quel apport pour un étudiant de CPGE qui nous regarde, peut-être un professeur, pourquoi il parlerait de Simonyu Prépa à ses étudiants? Parce que, d'abord, ça peut donner un peu une idée de ce qu'est Kedge, de ce qu'on sait y faire. Se rencontrer des jeunes de profils très différents et d'horizons différents. C'est aussi montrer ce que l'on sait faire au-delà de nos enseignements un peu classiques, de compta, de marketing, de finance, etc. C'est beaucoup de géopolitique, c'est beaucoup d'ouverture sociale, c'est beaucoup d'ouverture au monde, et c'est ce que l'on souhaite que nos étudiants acquièrent aussi comme compétences. C'est du travail de groupe sur des problématiques qui sont quand même un peu costauds. Voilà, on les met en situation de simulation de cas très concrets, onusiens. Et c'est extrêmement puissant. C'est toujours un succès. Voilà, une trentaine de prépas qui nous rejoignent sur ce programme-là. Je ne sais plus quelle est la date exacte, mais dans les semaines à venir. Et ça a une résonance qui est forte et qui nous différencie peut-être un peu de certaines activités que les écoles mènent avec les prépas. Magnifique. Il y a aussi un engagement qui a été annoncé lors du plan stratégique Kedge 30, un engagement très fort sur la culture générale, les humanités. Quelle forme ça va prendre pour les prépas? Il y a déjà eu un événement sur le thème jugé, qui est le thème de cette année 2026, mais Kedge veut intensifier ses efforts, donc nous en dire un peu plus sur le sujet. En fait, on va monter tous les ans ce qu'on appelle le grand oral des humanités. Et donc la forme que ça a pris récemment sur le thème de jugé, à Bordeaux, on a fait venir des étudiants de prépa qui ont joué le rôle de jury sur un vrai cas juridique qui était plaidé par des avocats. Donc on avait il y a un juge, un procureur, des avocats, et c'était extrêmement concret et très réel. Et en fait, ce qui a plu, je crois, c'est justement cette réalité derrière l'événement, et pas simplement une simulation. Et on refera cet événement tous les ans pour les prépas. On s'adressera aux prépas en fonction du thème de l'année. Et on arrivera, alors ce ne sera pas jugé l'année prochaine, donc on n'aura pas des avocats dans une salle, mais on arrivera à trouver autre chose. Parce qu'on veut rendre vrai, concret, réel, ce qui peut se passer dans une école pour ces jeunes de prépa.
Et c'est dans cette logique, encore une fois, de continuum entre la Absolument. prépa et la grande école. Donc, Absolument. très intéressant. Et un élément qui est peu évoqué, peu médiatisé, mais qui a une importance grandissante. Tu l'évoquais au tout début de l'interview, c'est la pierre angulaire des grandes écoles, c'est la faculté, c'est la recherche. Comment se positionne la faculté de Kedge? Quels sont les grands travaux et les forces de Kedge sur ces sujets? Alors, on a 220 professeurs permanents, tous font de la recherche. On a en plus de ça une trentaine de postdocs qui viennent participer à des sujets, à des projets de recherche, à des chaires ou des projets d'entreprise. Et puis on a aussi 30 étudiants en PhD. Donc tout ça, ça forme la puissance académique de Kedge, en particulier en matière de recherche. On a organisé notre recherche en 5 centres. La supply chain, j'en parlais tout à l'heure. On a un centre sur les sujets de RSE, on a un centre sur les consommations responsables, on a un centre sur le marketing, on a un centre sur les industries créatives. On a une puissance qui aujourd'hui nous permet, il y a pas loin de 800 productions intellectuelles tous les ans. L'école est bien classée dans le classement de Shanghai, parce qu'elle est régulièrement classée dans le top 50 en administration des affaires, business administration. Et cette recherche, ce qui est fondamental, le vrai sujet, tu parlais de pierre angulaire, c'est que cette recherche nourrit les enseignements. La mise à jour régulière, si ce n'est constante, de nos enseignements, elle se fait par la recherche. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos programmes en supply chain sont forts, sont reconnus? C'est qu'ils sont adaptés, ils sont mis à jour, ils sont pensés par la recherche. Et puis la recherche, c'est aussi notre lien avec l'entreprise, avec l'environnement économique, en France évidemment, sur nos régions. Et tous les travaux qu'on fait pour les entreprises, avec les entreprises, c'est les chaires que l'on monte. Il y a 7 chaires qui sont actives en ce moment. C'est les 30 projets de recherche que l'on monte. C'est de la recherche appliquée pour les entreprises partenaires avec lesquelles on travaille. Et c'est aussi, évidemment, notre relation, ou en tout cas la construction de notre réseau académique dans le monde. C'est faire travailler ensemble des professeurs de Kedge avec des professeurs d'autres institutions et créer une dynamique de partenariat qui porte aussi sur des sujets de recherche et qui peuvent après amener à des partenariats qui peuvent porter sur des sujets d'enseignement, des échanges et des mobilités d'étudiants, par exemple. Ah, magnifique. On a demandé à notre audience de poser des questions à Alexandre de Navaille. On a 2 étudiants qui sont portés volontaires, enfin un étudiant et un alumni de Kedge. Je vais te passer la tablette, Alexandre. Appuie sur Play pour voir les questions qui sont posées. Donc là, c'est Jonathan sur cette première question. Bonjour Monsieur de Navaille, c'est Soumoro Jonathan. Je suis étudiant en M1 du PGE de Kedge Business School et actuellement je suis en stage en M&A dans la banque d'affaires Outmatch. Et j'ai une question pour vous. Quels sont les outils que Kedge met en place pour booster l'employabilité des étudiants? D'abord, on a aujourd'hui pas loin d'une centaine de personnes qui travaillent dans notre département relations entreprises. Alors, certains sont plus au contact des entreprises pour leur promouvoir de la formation, c'est la formation continue, l'executive education. Et puis après, on aura une soixantaine de personnes qui travaillent sur l'accompagnement des stages, l'apprentissage et l'employabilité. La première chose, c'est qu'on vous forme à un niveau d'expertise et à un niveau d'excellence qui est reconnu. Voilà, Kedge, c'est une école qui est en elle-même promue et reconnue à travers le monde des entreprises. On a 90% de nos jeunes qui sortent et qui ont un job dans les 6 mois. Évidemment, après, il y a tous les dispositifs plus concrets, les journées où on fait venir des entreprises sur nos campus, nos forums entreprises. Il me semble qu'on en a 3 ou 4 par an. Il y a les journées My Way qui permettent de mettre en relation nos étudiants avec certains partenaires entreprises de notre réseau de partenaires. On a 300 entreprises partenaires. Et puis, on est en train de travailler avec certains partenaires sur des formations qui sont vraiment dédiées et adaptées à ces partenaires. Alors, je ne vais pas dire qui, quoi, comment, parce que tout n'est pas encore tout à fait finalisé. Mais on va certainement, on a cette volonté, les entreprises participent à la construction de nos programmes. Elles sont là dans les comités de perfectionnement de nos programmes tous les ans pour pouvoir améliorer en fonction des jeunes qu'elles recrutent et de leurs compétences et de ce qu'elles voient de ces jeunes,
permet d'améliorer tous les ans nos programmes. Mais au-delà du suivi de ces programmes et de l'amélioration de ces programmes, c'est co-créer avec les entreprises des programmes spécifiques et des programmes dédiés et des filières dédiées. Voilà. Et on est en train de travailler là-dessus, ce qui permettra encore plus d'employabilité pour nos jeunes étudiants. Magnifique. Pour la deuxième question, donc là c'est Émeric qui a été fraîchement diplômé de Kedge Marseille qui nous pose une question pour toi également, Alexandre. Bonjour Monsieur de Navaille, je suis Émeric Bourgarel, diplômé du PGE de Kedge en 2023. Aujourd'hui, je suis responsable des partenariats et des projets stratégiques pour la société de conseil Seabird. Et j'ai une question pour vous. Dans quel secteur d'activité s'insèrent le plus les diplômés de Kedge aujourd'hui ? Alors, c'est intéressant aussi. 35% audit et conseil. Ça peut paraître étonnant parce que c'est pas forcément l'idée qu'on se fait immédiatement de Kedge, mais la réalité, c'est que 35%, d'abord on a une filière audit qui est quand même assez costaud, très structurée, et le conseil est certainement aussi basé sur les expertises de Kedge. Donc 35% de nos jeunes sur audit et conseil. On en a 20% sur des sujets achat, supply chain, transport, logistique, gestion des opérations d'une entreprise. On en a 20% sur marketing digital, vente, marketing du luxe, beaucoup dans le secteur du luxe d'ailleurs. Donc ça fait 20 et 20 et 35, 75, et le reste c'est assez diffus, en incluant ces expertises sectorielles que l'on a sur le management du vin, le management de l'hospitalité, le management des arts, du design, etc. Ok, hyper intéressant. On passe au tout dernier format, Alexandre, assez rapide avant de te poser une ultime question. C'est compléter la suite. C'est pas compliqué, on va avoir des phrases et l'enjeu pour toi, c'est de la compléter soit avec une phrase ou un groupe de mots ou un mot tout simplement. C'est ok pour toi, Alexandre ? Allez. Compléter la suite avec Alexandre de Navaille, DG de Kedge. C'est parti. Alexandre, Kedge en 2030, ce sera la référence. Le plan stratégique Kedge 30 va permettre de la rendre plus attractive et de monter dans les classements. Un diplômé de Kedge fait la différence grâce à la personne qu'il est. La stratégie multicampus de Kedge va assurer. Elles sont dures. Elles sont dures. Ah, c'est dur. Là, c'est un format qui est très très dur. Celui-là, il est très très dur. Une diversité dans les recrutements et un ancrage local fort, voire assez en profondeur sur certains territoires. Entre Bordeaux et Marseille, je préfère le campus de Bordeaux, je sais pas comment tu dis. Les deux, mon capitaine. Le prochain grand défi pour Kedge sera d'exécuter notre plan stratégique et de monter dans les classements. Et enfin, si je devais résumer l'ADN de Kedge en un seul mot, ce serait un Kedger, c'est un faiseur, c'est un doueur. Magnifique. Merci beaucoup Alexandre pour cet échange et j'ai envie de te poser une ultime question, celle qu'on pose systématiquement, c'est un mot à adresser aux étudiants, futurs candidats à Kedge qui nous regardent, donc regarde directement cette caméra là et adresse-leur le mot qui te fait plaisir. Un mot ? Non, une petite phrase. Le mot de la fin, la phrase de la fin bien le sûr, mot de la pour fin. conclure. Moi j'ai envie de vous dire, n'ayez jamais peur de toujours vouloir faire mieux. Voilà. Ne vous fixez jamais de limites. Je le dis à mes équipes, soyez des internels insatisfaits. En ce sens que vous pouvez toujours faire mieux, délivrer mieux, donner mieux de vous-même. Donc, ayez de l'ambition, visez haut, voyez haut. N'ayez vraiment pas peur, ne doutez pas une seconde que vous ne pouvez pas y arriver. Parfait. Merci beaucoup Alexandre Merci pour cet échange. Si vous avez des questions à poser directement en commentaire, on vous met également les liens sur la description des différents canaux pour pouvoir consulter la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et merci encore Alexandre pour ton temps. Merci et on beaucoup, se dit j'étais ravi d'être là. à très vite sur Planet Grandes Écoles. À bientôt.